Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Inside News. Je suis Soraya, ravie de vous retrouver en ce jeudi 6 novembre 2025. Notre mission, comme chaque soir, est de vous offrir un aperçu clair et concis des événements clés qui façonnent l'actualité de la République démocratique du Congo. Des enjeux diplomatiques sur la scène mondiale aux défis humanitaires sur notre sol, nous décryptons pour vous l'information essentielle. Voici les titres de cette édition. Diplomatie climatique. Au sommet de la COP30 au Brésil, le président Félix Tshisekedi porte la voix de la RDC. Pays solution face à la crise climatique mondiale. Crise humanitaire. Un nouveau rapport alarmant révèle qu'aujourd'hui, près de 25 millions de Congolais sont confrontés à une insécurité alimentaire aiguë. Tensions politiques internes. L'opposant Jean-Marc Kabound appelle à un dialogue national inclusif, tandis que le gouvernement cherche à stabiliser les provinces en pleine période de guerre. Économie. Le gouvernement congolais et le Fonds monétaire international parviennent à un accord préliminaire, mais cette collaboration suscite de vives critiques de la part de l'opposition. Le développement de ces titres, c'est tout de suite. La RDC projette l'image d'un pays solution sur la scène climatique mondiale, une ambition diplomatique qui se heurte de plein fouet à une réalité nationale fracturée par des appels à un dialogue de crise et une instabilité provinciale que le gouvernement peine à contenir. Le président Félix-Antoine Tshisekedi est actuellement à Belém, au Brésil, pour participer à la 30e conférence des parties sur le changement climatique, la COP30. Il y représente la RDC, un pays dont la biodiversité est essentielle à l'équilibre de la planète. L'objectif principal du chef de l'État est double. D'une part, mettre en avant le projet de couloir vert Kivu-Kinshasa et d'autre part, soutenir l'initiative du président brésilien Lula visant à mobiliser des financements pour la conservation des forêts tropicales. La délégation congolaise porte des demandes claires. Elle plaide pour la réaffirmation du multilatéralisme dans la lutte climatique, le rehaussement des ambitions collectives de tous les pays et la mobilisation de financements accrus et prévisibles. Cette intervention s'inscrit dans la continuité de sa participation récente au sommet mondial pour le développement social au Qatar, où il avait déclaré avec force, je cite, « Sans justice climatique, il n'y aura pas de justice sociale durable ». Le président a martelé que la RDC subit de plein fouet les conséquences d'un changement climatique qu'elle n'a pas provoqué. Inondations, érosion, sécheresse, tout en faisant face à un sous-financement chronique de ses engagements environnementaux. Pendant ce temps, sur le front politique intérieur, la tension est palpable. L'opposant Jean-Marc Kabound a tenu une conférence de presse pour annoncer une marche pacifique le 15 décembre prochain. L'objectif ? Exiger la tenue d'un dialogue national inclusif pour sortir le pays d'une situation qu'il qualifie de chaotique. Accusant le président Tshisekedi d'installer un régime dictatorial, son appel se heurte déjà à l'opposition du Front anti-dialogue qui rejette toute initiative de dialogue national incluant les rebelles de l'AFC M23. Face à cette instabilité, le gouvernement tente de reprendre la main. Le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a lancé un appel solennel aux assemblées provinciales pour qu'elles suspendent les motions de défiance contre les gouverneurs durant cette période de guerre. Il a prévenu que si cet appel n'était pas entendu, le gouvernement n'hésiterait pas à utiliser des prérogatives extrêmes prévues par la Constitution pour garantir la stabilité. Pour clore ce chapitre, Kinshasa s'apprête à devenir un carrefour diplomatique ce mois-ci. La capitale accueillera deux événements majeurs. Le 9e sommet de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, où le président Tshisekedi prendra la présidence tournante, ainsi que la réunion des présidents de l'Union parlementaire africaine. De la scène politique à la situation sécuritaire, les défis restent immenses, notamment dans l'est du pays. La situation sécuritaire en République démocratique du Congo demeure un puzzle complexe. Les conflits persistants dans les provinces de l'Est coexistent avec de nouvelles menaces dans d'autres régions, exigeant une vigilance et une mobilisation constante de nos forces armées et de nos diplomates. Dans le Nord Kivu, une délégation des FARDC s'est rendue à Walikale pour enquêter sur la présence présumée des forces FDLR. Sur place, la population a unanimement nié leur présence, contredisant ainsi les affirmations du Rwanda. Plus préoccupant,
l'alliance rebelle AFC M23 a franchi un nouveau cap dans la provocation en nommant ses propres magistrats dans les zones sous son contrôle. Le gouvernement central a immédiatement réagi, déclarant ces nominations nulles et non avenues et dénonçant une atteinte grave à la souveraineté nationale. Face à la dégradation de la situation humanitaire, une voix internationale s'est fait entendre. Johan Borgström, le représentant spécial de l'Union européenne, a appelé à l'ouverture d'un corridor humanitaire et à la réouverture urgente de l'aéroport de Goma pour permettre l'acheminement de l'aide. L'UE a également réitéré son soutien au projet de couloir vert Kivu-Kinshasa. L'armée est également active sur d'autres fronts. Dans la province du Kwango, les FARDC sont intervenus avec succès pour rétablir l'ordre après une incursion d'ex-insurgés Mobondo qui tentaient d'attaquer un bus et rackettaient la population. Le chef de la bande a été arrêté. À Kisangani, dans la Tshopo, le vice-premier ministre de la Défense, Guy Kabombo Mouadiamvita, a entamé une tournée d'inspection. L'objectif est d'évaluer les unités militaires dans le cadre de l'initiative Formation, équipement, casernement, FEC, visant à renforcer notre armée. Enfin, en Ituri, les casques bleus de la MONUSCO ont lancé la 4e phase de l'opération Sécurité agricole. Cette mission cruciale vise à protéger les agriculteurs des attaques des groupes armés pendant la période des récoltes. Ces défis sécuritaires pèsent lourdement sur le budget de l'État, une réalité au cœur des récentes discussions économiques. L'économie congolaise est un tableau de contraste. D'un côté, des indicateurs macroéconomiques résilients, salués par nos partenaires internationaux comme le FMI. De l'autre, des problèmes profonds de corruption et la frustration d'une population qui peine à ressentir les fruits de cette croissance annoncée. Le gouvernement congolais et le Fonds monétaire international sont parvenus à un accord préliminaire pour la 2e revue du programme, soutenu par la Facilité élargie de crédit. Le FMI projette une croissance économique de plus de 5% pour 2025-2026 et note un ralentissement de l'inflation annuelle à 2,5% en octobre. Cependant, l'institution de Bretton Woods reconnaît que le conflit dans l'Est continue d'exercer une pression considérable sur les finances publiques. Cette pression, ce sont précisément les opérations que nous venons d'évoquer au Kwango et la mobilisation face au M23 qui en sont l'illustration concrète. Pourtant, cette lecture macroéconomique est frontalement contestée par l'opposition. Olivier Kamitatu, porte-parole de Moïse Katumbi, a vivement critiqué cet accord, accusant le FMI et la Banque mondiale de se rendre complices d'un régime prédateur en maintenant leur appui budgétaire. Il demande comment ces chiffres peuvent coexister avec la crise humanitaire sans précédent que nous allons aborder. 2 controverses financières agitent actuellement le pays. Premièrement, en Ituri, la société civile dénonce un détournement massif présumé des recettes de la redevance pétrolière au poste douanier de Mahadji. Le chiffre avancé est énorme, près de 1,8 million de dollars américains qui échapperaient chaque mois à l'État. Deuxièmement, une grande confusion règne autour d'une nouvelle taxe de 30 $ sur les voyages aériens. Alors que l'information a largement circulé, le président du conseil d'administration de la Régie des voies aériennes, Kin Nkie Mulumba, a déclaré que la RVA n'est au courant de rien, créant une véritable contradiction. Sur une note plus positive, des réformes économiques se poursuivent. Le guichet unique intégral du commerce extérieur, GUIS, a annoncé la digitalisation complète du processus d'obtention des numéros import-export, une mesure visant à simplifier les procédures pour les opérateurs économiques et à améliorer le climat des affaires. Par ailleurs, une étude du Fonds pour l'inclusion financière, FPM, révèle que la digitalisation a joué un rôle majeur dans l'amélioration du taux d'inclusion financière en RDC ces 20 dernières années. L'étude note cependant que les activités financières restent fortement concentrées dans les grandes villes. Pendant que les chiffres macroéconomiques sont débattus, la réalité sur le terrain pour des millions de Congolais est marquée par une crise humanitaire profonde. Derrière les titres politiques et les chiffres économiques, il y a une réalité humaine, une crise sévère et qui s'aggrave, touchant des millions de nos concitoyens à travers le pays. Les chiffres qui suivent sont alarmants.
Le dernier rapport du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire IPC est sans appel. Près de 25 millions de Congolais sont en état de crise ou d'urgence alimentaire. Parmi eux, 3,2 millions de personnes sont dans une situation d'urgence, ce qui signifie qu'elles ont besoin d'une aide immédiate pour simplement survivre. Les provinces les plus touchées sont l'Ituri, le Nord et le Sud Kivu, le Tanganyika et le Maniema. Dans les Kivus, cette crise est directement aggravée par les actions des groupes armés, comme l'instauration d'une justice parallèle par le M23, qui déstabilise la région et provoque des déplacements massifs de population. En parallèle, le Comité international de la Croix-Rouge alerte sur la souffrance silencieuse de milliers de civils en Ituri, victimes de violences persistantes. Le pays fait également face à des catastrophes. À Katogota, au sud Kivu, des pluies torrentielles ont détruit plus de 143 maisons, laissant plus de 100 familles sans abri. Plusieurs personnes sont portées disparues, emportées par les crues de la rivière Ruzizi. À Lubumbashi, c'est un incident industriel qui inquiète. Une fuite d'acide provenant de l'entreprise minière Congo Dongfang Mining a provoqué des inondations dans le quartier Kasapa. L'ONG Justicia ASBL exige des tests urgents de l'eau pour évaluer les risques sanitaires et environnementaux. Plusieurs situations préoccupantes en matière de droits humains sont à signaler. Amnesty International a plaidé auprès du ministre de la Justice pour la protection des communautés de Kolwezi qui font face à des expulsions forcées en raison de l'exploitation minière intensive. Dans la province du Kasaï, l'Association nationale des victimes du Congo dénonce le traitement inhumain réservé aux Congolais expulsés d'Angola. Ils seraient torturés et dépouillés de leurs biens, et près de 5000 d'entre eux se retrouvent aujourd'hui sans abri à la frontière. Enfin, en Ituri, la société civile signale la dégradation très avancée de la route nationale 27, où plus de 450 véhicules sont actuellement embourbés, provoquant une flambée des prix des produits de première nécessité. Face à ces défis, le secteur de la santé est également en première ligne, luttant contre la résurgence de plusieurs maladies. Le système de santé congolais est confronté à un double défi: gérer les menaces épidémiques constantes tout en déployant de nouvelles mesures préventives pour protéger la population à long terme. Les autorités sanitaires sont en alerte. Au Kasaï oriental, 18 nouveaux cas suspects de rougeole ont été enregistrés en une seule semaine. Dans la province du Tanganyika, plus de 30 cas suspects de choléra, dont un décès, ont été signalés dans la zone de santé de Kabalo. La consommation d'eau non traitée du fleuve est identifiée comme le principal facteur de risque. En réponse, le gouvernement agit. Le ministre de la Santé a annoncé l'introduction d'un nouveau vaccin combiné contre la rougeole et la rubéole, RR. Une campagne de vaccination débutera à la fin du mois de novembre. Parallèlement, une campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite est prévue du 27 au 29 novembre. Enfin, notons le lancement officiel à Kinshasa de la Société congolaise de stomatologie et de chirurgie maxillofaciale, une initiative visant à promouvoir cette spécialité médicale essentielle dans notre pays. Et pour finir cette édition, un tour d'horizon de l'actualité sportive. Quelques nouvelles pour les passionnés de sport qui suivent l'actualité congolaise. À Kinshasa, la 34e édition du championnat national de boxe amateur bat son plein. 19 ligues provinciales y participent, sous un thème particulièrement symbolique, la paix dans l'Est de la RDC. Dans les coulisses du sport, le Comité olympique congolais prépare ses élections. La commission électorale a publié la liste finale des candidats pour le scrutin du 14 novembre. Il est confirmé que le président sortant, Marcel Amos Mbayo Kitenji, est candidat à sa propre succession. C'est la fin de notre section sport et de cette édition d'Inside News. Nous arrivons au terme de ce journal. Merci de votre fidélité et de votre attention. Ce soir encore, l'actualité nous a montré les multiples facettes de notre pays. Un Congo qui s'affirme sur la scène diplomatique mondiale, mais qui reste confronté à d'immenses défis sécuritaires, politiques et surtout à une crise humanitaire d'une gravité exceptionnelle. Dans un monde saturé d'informations, il est plus crucial que jamais de chercher les faits et de comprendre les contextes.
C'est la mission que nous nous efforçons de remplir chaque jour. Merci de nous avoir suivis sur Inside News. Je suis Soraya. Passez une excellente soirée. Nous nous retrouvons demain 7 novembre pour une nouvelle édition, toujours à la même heure.